Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire conjoint de la Chambre de sécurité financière et Éduc-Épargne. Je suis Sophie Lemieux, très heureuse d'être une fois de plus avec vous. Je suis co-chef, en fait, de la clientèle institutionnelle canadienne chez Fiera Capital et je vais avoir le plaisir d'animer cette discussion pour la prochaine heure et demie, en fait, les 90 prochaines minutes. On est bien entouré, vous allez le voir, vous aurez la chance d'entendre des expertes dans le domaine. Elles vont tenter de nous donner des pistes de solutions, des pistes de réflexion sur et devant toute cette multitude de régimes d'épargne auxquels on a accès maintenant parce que maintenant, on parle de REER, de CELI, de CELIAB, de REE et il y en a d'autres. Il n'y a pas si longtemps, on avait deux choix, hein, le REER et le régime enregistré d'épargne-études. C'était en fait pas mal les seules options, tandis que maintenant, il y a beaucoup plus de choix, ça se complexifie et c'est beaucoup moins évident de savoir qu'est-ce qu'on devrait prioriser, favoriser par rapport à un régime par rapport à un autre régime. Évidemment, vous allez avoir la chance, comme toujours, de poser vos questions à la fin de ce webinaire. Je veux tout de suite vous présenter nos panélistes, donc très heureuse de les accueillir. Elles sont toutes les trois planificatrices financières. Donc d'abord, Marie-Lou Coursol, qui est vice-présidente adjointe chez Investissement Banque Nationale. Bonjour Marie-Lou. Également avec nous, Najla, je l'ai bien dit, Najla? J'ai manqué mal le prononcer. Ismaili, Najla Ismaili, représentante en épargne collective chez Flexifonds au Fonds de solidarité FTQ. Bonjour. Et Christiane Van Boluis, je l'ai bien eu, conseillère en sécurité financière chez Sun Life. Alors, bienvenue à vous trois. Je reviens avec vous dans quelques instants pour passer vraiment une bonne heure, mais je veux, avant, j'ai quelques notes à vous souligner. Entre autres, j'en profite d'abord pour remercier les partenaires de ce webinaire, donc le Fonds de solidarité FTQ, la Banque nationale, la Sun Life et Fiera Capital. Et aussi, avant de passer au cœur du sujet, je vais vous rappeler, aux membres de la Chambre de sécurité financière que pendant la présentation, vous allez devoir cliquer sur le bouton « Formulaire d'identification ». Il se situe en dessous de la boîte de clavardage et vous pourrez à ce moment-là pouvoir profiter des unités de formation continue, donc l'UFC, en lien avec le webinaire. Également, important de remplir tous les champs. Pour ce qui est du numéro de certificat, c'est celui de la Chambre à 6 chiffres. Pour le moment, le formulaire n'est pas encore activé. Je vais vous indiquer quand il le sera. Et toujours pour les membres, là, il va y avoir un second formulaire qui sera à remplir obligatoirement à la fin du webinaire. Il va servir à déclarer votre présence, en fait, puis inquiétez-vous pas, je vous informerai en temps et lieu quand ce sera le temps de le faire. Alors, on va plonger dans le vif du sujet. D'abord, vous savez qu'à l'automne dernier, en fait, Éduc-Épargne et la Chambre de sécurité financière ont réalisé un sondage en collaboration avec Léger. Donc, le but principal de ce sondage-là était de mieux cerner les connaissances, les comportements des Québécois face à la multiplication des régimes d'épargne. Et je vais vous donner quelques faits saillants. On va pouvoir les commenter tout de suite après. D'abord, première des choses, et je pense que ça, c'est encourageant, les travailleurs québécois connaissent bien ou assez bien le REER à hauteur de 89 et le CELI à hauteur de 87 Par contre, le régime enregistré d'épargne-études, le CELIAP, le régime enregistré d'épargne invalidité et le RVER sont quand même moins connus. Vous voyez, les pourcentages varient entre 60 et même 10 seulement pour le RVER. 2 travailleurs sur 3 considèrent avoir de très ou plutôt bonnes connaissances des différents régimes d'épargne. C'est quand même bien, mais il y a plus de la moitié des travailleurs qui ignorent quel est l'impact fiscal en cas de décès ou de séparation. Donc ça, on va vraiment prendre le temps de démêler tout ça. Et ce sondage-là révèle, encore une fois, dans le domaine de l'épargne et du placement, des différences assez majeures entre les hommes et les femmes. D'abord, sur la connaissance des régimes d'épargne, 73 des hommes ont de bonnes connaissances versus 55 pour les femmes. C'est un écart qui est quand même important. Sur la différenciation entre les différents régimes d'épargne, 75 des hommes ont de bonnes
bonnes connaissances, comparativement à 57 pour les femmes, à peu près le même écart. Et finalement, concernant le sentiment d'avoir accès aux outils pour prendre les bonnes décisions, 78 des hommes sont confiants, comparativement à 59 des femmes. Alors, c'est en gros, en fait, les grandes lignes de ce sondage-là. Il y avait beaucoup plus dans ce sondage-là, mais tout de suite, j'aimerais peut-être prendre vos réactions. Christiane, d'abord, comment on réagit à ce sondage-là, positif ou négatif? Bien, je pense qu'il y a du positif, puis il y a aussi certains éléments qui sont peut-être un petit peu plus préoccupants. Oui. Si je reviens sur le niveau de connaissance et de familiarité vis-à-vis les différents régimes, bon, ce qui n'est pas une surprise, c'est au niveau du REER, du CELI. Ce qui a été une surprise pour moi, c'était de voir l'attraction que le CELIAP a pris, parce qu'on se rappelle que c'est un régime qui est relativement nouveau. Ça a été introduit l'année passée. Oui. Donc, je trouvais ça intéressant de voir le niveau de confort et de connaissance vis-à-vis ce régime-là. J'en profite pour faire un petit clin d'œil au régime enregistré d'épargne invalidité, qui est le régime méconnu. C'est sûr que c'est très niché parce que, évidemment, il faut s'y qualifier. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à ce régime-là. Mais je lisais un article, justement, récemment sur une étude qui avait été faite en 2022 qui révélait que même de ceux qui étaient admissibles au régime, il y en a seulement 35 qui adhèrent à ce régime-là. Et, en fait, le régime comporte des subventions vraiment très intéressantes. Exactement. Donc, c'est important de l'intégrer dans la mesure où une personne serait éligible. Najla, commentaire sur le sondage? Moi, ce qui m'interpelle vraiment le plus, c'est le manque de connaissances en cas de décès et de séparation. Dans notre quotidien, ça revient quand même beaucoup. Et ce manque de connaissances-là, c'est interpellant, mais c'est très problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que il en découle des connaissances financières très importantes, un impact émotionnel aussi, il en découle un manque d'optimisation vraiment qui est un gâchis. Financièrement parlant, quelqu'un qui décède et qui ne laisse pas un bénéficiaire ou des bénéficiaires ne les nomment pas, la valeur des actifs vont dans la succession et c'est considéré de revenus. Il y a quelques retraits dans les régimes qu'on va voir aussi. Si s'ils ne sont pas bien planifiés, ça implique vraiment des charges fiscales très importantes. Oui. En cas de séparation, c'est sûr que la mauvaise compréhension des règles peut vraiment... les implications là, varient, mais en cas de mauvaise compréhension des règles, c'est sûr que ça peut engendrer aussi une répartition injuste ou même des fois une double imposition. Émotionnellement, on sait une mauvaise planification financière, grave les conflits familiaux aussi, ou en cas de mauvais règlement. Et surtout, le manque d'optimisation. On laisse beaucoup d'argent sur la table parce qu'on se passe des quelques stratégies là qui peuvent sauver beaucoup d'impôts et protéger surtout le patrimoine. Donc, c'est vraiment ça le plus interpellant. L'écart au niveau de femmes-hommes, c'est sûr, ça passe de commentaires. Là, on est loin de la marge d'erreur. Là, à 20 points, on est très loin de la marge d'erreur. Oui, c'est un écart qui est quand même considérable. Un constat vraiment triste. Qui tend à, on dirait, demeurer le même tout le temps. Tout à fait. On a vraiment hâte que ça se resserre. Oui, ça reste un constat triste, là, de nos jours. Puis, pour ajouter, dans le sens de ce que vous avancez, je pense que les femmes aussi ont une réalité un peu différente de celle des hommes. Notamment, le risque de longévité est plus grand parce qu'on vit plus longtemps. Donc, la probabilité de survivre à notre épargne doit être considérée. Souvent aussi, les femmes arrivent à la retraite avec des revenus qui sont moindres que la contrepartie masculine. Oui. Si on a pris une pause, ne serait-ce que le RRQ va être moins accumulé si on a pris une pause de travail. S'il y a un congé de maternité, on prend une sabbatique, on prend du temps pour s'occuper d'un proche et tout ça. Ce sont toutes des choses qui font en sorte qu'arriver à la retraite, il y en a un peu moins. Donc, c'est important, de commencer tôt, mais aussi d'aller chercher ces informations-là pour apprivoiser les différents régimes qui sont disponibles pour pouvoir améliorer sa situation financière et bonifier la littératie financière. Oui, absolument. Marie-Lou, qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Ça rejoint pas mal les autres. Il y avait Oui, il y a une bonne compréhension des régimes, mais je pense que quand si on creusait un peu plus loin puis on voulait voir au niveau de l'optimisation, tu sais, comment je détermine tout ça, là, je pense qu'on verrait qu'il y a un besoin criant. Puis on parlait séparation, tous ces impacts-là. Je pense que les situations familiales sont
sont devenus des fois plus complexes. On a juste à penser famille monoparentale, les familles reconstituées, tout ça, ça a des impacts sur ce qu'on met en place et en cas de décès et de séparation. Donc, je pense que ça met vraiment en lumière le besoin d'accompagnement au-delà de la connaissance des régimes en soi. Donc, Mais quand même, c'est vrai, je reviens sur le CELIAP qui est très connu. Moi, je pense que c'est grâce à Éduc-Épargne. On a fait tout qu'un webinaire dès que c'est sorti pour éduquer les gens. Donc, c'est encourageant de voir ça. Non, mais blague à part, la façon dont on a décidé de construire ce webinaire, c'est de partir avec 3 différents cas pour essayer de couvrir, disons, 3 situations types où est-ce qu'on va pouvoir parler des différents régimes et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on devrait prioriser selon la phase de notre vie, finalement. Le premier point, probablement qu'on va revenir sur le CELIAP, puis je vais tout de suite y aller avec toi, Najla, c'est celui d'un jeune ou d'une jeune adulte qui débute sur le marché du travail puis qui vise à acheter une première maison. Donc, je disais tout à l'heure, avant de commencer le webinaire, que me semble maintenant le réflexe des jeunes, c'est CELIAP, 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 je pense, en tout cas, ce que j'entends autour. Est-ce que c'est systématiquement le bon choix? C'est vrai que le CELIAP gagne beaucoup de popularité et rapidement. Ça fait juste 2 ans que c'est mis en place. C'est sûr qu'un jeune qui débute et qui cherche et qui planifie l'achat de la première propriété, la première chose, bien sûr, c'est de bien planifier les dépenses. Et avec l'achat de la maison, il y a des dépenses importantes qui s'ajoutent, à part la mise de fonds, bien entendu, notaire, inspection, etc., déménagement, frais de condo, etc. Tout ça, il faut bien le planifier et faire un budget, et ça fait partie aussi de l'objectif de l'épargne, prendre en considération tout ça. Un jeune, typiquement une jeune là, qui commence dans le marché du travail, c'est sûr que j'aborderai 3 clés, 3 points clés. La première, c'est donc combien de temps on planifie d'acheter cette maison-là. En ce moment, à quoi ressemble la situation financière en termes de revenus. Et le troisième, qui n'est pas négligeable, qui a toute son importance aussi, et c'est plutôt volet marital aussi en partie. Donc, la première question, donc, combien de temps si l'achat se fait entre 5 à 15 ans? On sait que ce CELIAP est venu vraiment avec un lot d'avantages si on est admissible, encore une fois, et donc privilégier plutôt l'accumulation dans un CELIAP, l'ouverture de compte quand on est admissible. Et par la suite, là, et comme on est avec un revenu, donc si les revenus généralement sont plus bas au début de carrière, reporter plutôt les déductions pour plus tard, quand les revenus seront plus importants pour d'autres fins. Et donc, on rappelle, le CELIAP permet, comme le REER, de déduire la cotisation également comme le REER, et de sortir de l'argent à l'abri de l'impôt, comme le CELI. Donc oui, c'est vrai qu'on dit que ça combine un peu les avantages des deux. Ensuite, donc ça, c'est concernant le revenu. Donc, combien de temps le CELIAP, c'est sûr que ça gagne. Le REER, ce n'est pas demandé. C'est considéré comme un complément aussi. Et on peut venir aussi compléter avec un REER. Éventuellement, surtout, on a dit que le CELIAP, ça ne fait pas longtemps que ça existe. Donc, probablement, on l'aurait accumulé dans le REER. Et le volet marital, est-ce qu'il a l'intention d'avoir un conjointe Et je dirais de faire attention avec qui on traîne aussi, mais blague à part, on sait qu'il y a un aspect de contamination là, de l'admissibilité. Pour être admissible à un CELIAP, l'ouverture de compte, il faut ne pas avoir résidé dans une habitation qui est admissible, où soit la personne, soit le conjoint, sans être propriétaire de cette habitation pendant les 4 dernières années précédant l'ouverture de CELIAP. Donc ça, il faut faire quand même attention pour l'aspect de qualification. Mais une fois le CELIAP est ouvert, si on se met en conjoint de fait ou vivre ensemble, la personne peut continuer à accumuler dans un CELIAP et l'utiliser pour l'achat de la propriété. Donc CELIAP, très populaire en premier. La déduction pour plus tard aussi, c'est un aspect très intéressant. Le compléter avec un REER, et même s'il y a ces 3 véhicules-là sont aussi appropriés. Et vraiment, si l'achat de la propriété, c'est plus de 15 ans, là, probablement, soit le REER
ou le CELI, l'accumulation dans le CELI, après le transfert dans un CELIAP éventuellement, mais selon l'évolution des revenus, parce qu'on peut combiner en cours de route pendant ces 15 ans-là et le CELI et le REER en ce moment. Le CELIAP, il y a un maximum de 8 000 par année. Tout à fait. Et on peut seulement retourner en arrière 1 an. Oui, tout à fait. Mais quand vous dites qu'on peut transférer, par exemple, si on a cumulé dans un CELI et qu'on peut transférer dans le CELIAP, c'est en tenant compte de ces maximums-là. Exact. Oui, oui, Okay. absolument. Donc, ce serait 16 000 maximum qu'on pourrait transférer. C'est pas un transfert du CELI au CELIAP. Sur le CELI. Juste une petite précision aussi. On peut rattraper une année en arrière dans la mesure où le compte était ouvert cette année-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais cotisé dans un CELIAP en 2024, mais que son compte était ouvert en 2023, aurait droit de cotiser son 8 000 pour l'année 2024 et son 8 000 pour l'année 2023. Mais si l'ouverture du compte se fait cette année, les droits de cotisation se limitent à 8 000. Donc, ça, c'est important. Si un jour, on pense qu'on va peut-être transférer dans un CELIAP, il vaut mieux l'ouvrir le plus vite possible. Exact. Parce que pour pouvoir justement transférer au moins le 16 000 au Bien, absolument. Idéalement, on dit que 5 à 15 ans, si on planifie l'achat là-dedans, c'est mieux le CELIAP. Si on pense que ça va prendre plus de temps, peut-être le CELIAP préfère le mot. Et quand on parlait au niveau, juste pour apporter la notion de transfert de notre CELI vers le CELIAP, en fait, ça va être un retrait. Fait que, ça nous appartient, le CELIAP, notre CELI, on va aller faire un retrait. Donc, on va récupérer l'année prochaine nos espaces CELI, on ne les perd pas. Et là, cet argent-là devient de l'argent disponible pour aller contribuer dans mon CELIAP. Ce n'est pas un transfert en tant que tel, mais on se... Exact. Absolument. Un autre point qui a été souligné, de reporter nos déductions d'impôts. Si on a un revenu qui est plus faible au début, comment on évalue ça? Parce que tu peux vouloir, ça peut être tentant de dire, je vais quand même déduire mes contributions, puis je vais aller me chercher un petit peu d'argent. Bon, je comprends, mon taux d'imposition n'est pas si élevé, mais en même temps, on aime mieux souvent avoir l'argent maintenant que de la reporter à plus tard. Comment on évalue ça? C'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir avec son comptable. Exact. C'est vraiment le spécialiste qui va pouvoir nous conseiller parce que, dans le fond, il sait nos revenus actuels, nos revenus futurs. Donc, poser la question au comptable de dire, parfait, là, je peux le déduire, mais je suis curieux, je suis curieuse. Effectivement, on est tenté par dire, bien, je la veux aujourd'hui, mais si j'ai des grosses augmentations salariales, bien, si ça pouvait me donner le double dans 2 ans, je suis peut-être mieux d'attendre. Donc, vraiment d'avoir ces réflexions-là. Après ça, Puis, si je peux me permettre, j'ajouterais peut-être juste un complément d'information au niveau des montants qui sont retirés du CELIAP. Il y a un petit peu plus de souplesse en ce sens que ce qui est retiré du CELIAP, on n'a pas à rembourser ce montant-là. Tandis que si les sommes sont investies dans un REER et qu'on profite du programme de RAP jusqu'à concurrence de 60 000 bien, ce montant-là, va falloir éventuellement le rembourser. Là, présentement, il y a une mesure temporaire où ils ont ajouté un 3 ans supplémentaire avant que le remboursement commence à se faire. Donc, ça, c'est pour les achats entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, exemple, quelqu'un qui achète en 2022, le remboursement de son RAP commence seulement en 2025, puis ensuite, il dispose de 15 ans pour rembourser ce montant-là. Donc, il faut calculer et budgéter ce montant-là de remboursement qui doit se faire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le remboursement du RAP ne fait pas l'objet d'une déductibilité. Donc, on le rembourse on a déjà profité de la déduction. Exact. On ne l'a pas 2 fois. Je comprends. Donc, il faut en tenir compte aussi. Mais la stratégie de RAP en complément, c'est intéressant, surtout avec la nouveauté. On a un bon dépit et surtout après une grosse dépense d'acheter une maison et de rembourser plus tard. Ça peut aussi être très tentant aussi pour combiner aussi le RAP. Mais donc, si je conclue là, sur la situation d'un jeune couple qui commence sur le marché du travail, évidemment, on n'a pas nécessairement la possibilité de cotiser au maximum dans tous ces régimes-là. Tant mieux si on peut, puis on peut accumuler plusieurs régimes. Mais disons que le CELIAP semble quand même, pour quelqu'un qui ne pourrait pas investir dans plusieurs régimes, le CELIAP semble quand même être la première voie facile, où est-ce qu'il y a une grande souplesse, que c'est éventuellement, en autant qu'on soit admissible, parce que c'est important ce que tu as souligné, Najla, si on a été, je comprends que si on est en couple, conjoint de fait ou marié ou conjoint de fait, et qu'un des conjoints a été propriétaire, c'est ça, hein, dans les 4 dernières années, on pourrait ne pas être admissible au CELIAP. Tout à fait. Même si c'est pas nous qui avons été propriétaires. Exactement. Alors, et ça, c'est souvent un angle mort aussi. Oui, tout à fait.
Mais dès qu'on est admissible, disons que le CELIAP est la façon la plus simple, la plus souple, ça peut être transféré, même si on ne devient pas propriétaire, on récupère les sommes et on peut les transférer dans les autres régimes ultérieurement. Tout à fait. C'est bien ça. Autre chose à ajouter pour les jeunes? Ça fait pas mal de tour. Oui. On va regarder un autre cas. Cette fois-ci, on parle d'un couple de salariés ou travailleurs autonomes, avec quand même de bons revenus, mais pas de fonds de pension. Marie-Lou, donc c'est assez... là, on n'a pas d'enfants, on est un couple salarié, pas de fonds de pension, on est un petit peu plus avancé dans notre carrière. Qu'est-ce qu'on priorise, puis comment on gère nos différents régimes. Oui, puis tu sais, à la base, je pense qu'on vient d'en parler aussi, mais tu sais, je me permets de faire le petit recap. Dans le fond, tu sais, au niveau des finances, je pense que ce qui est important aussi, c'est de considérer, bien, combien d'argent j'ai pour investir. Donc, tu sais, la base de tout ça, tu sais, puis on vient de le dire, là, on parle souvent de maximisation et tout ça, mais donc, tu sais, l'élément important, c'est premièrement de faire un budget, de vraiment regarder mes dépenses, qu'est-ce que je peux me libérer, puis il y a le fameux principe de se payer soi-même. Hein? Bien, se payer soi-même, ça veut dire que plus tard, j'aurai une retraite, plus tard, je pourrai atteindre mes différents objectifs. Donc, première étape. Deuxième étape, un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la liquidité en cas d'urgence. Parce que j'ai beau investir pour ma retraite, s'il m'arrive un pépin, je dois m'absenter du travail pendant 2-3 mois et que là, j'ai juste mon REER où je dois aller chercher de l'argent, bien là, je viens d'annuler les effets positifs que j'avais investis avec les déductions et tout ça. Donc, le fonds d'urgence, 3 à 6 mois de salaire pour venir combler ça. Puis, le dernier élément qui est là, la retraite et les autres projets. Parce que, tu sais, des fois, on parle à des jeunes maintenant, puis, tu sais, la retraite, ça peut sembler assez loin, donc pas nécessairement prioritaire. Fait que l'exercice qui est à faire, c'est vraiment de regarder c'est quoi mes différents objectifs. Et oui, je peux en avoir plein et peut-être que je pourrais pas tous les atteindre et mettre des plans, là, tu sais, pour chacun de ces objectifs-là, mais c'est vraiment une priorisation. Puis, la retraite doit être un bout de ça, mais après ça, de dire, bien, parfait, j'aimerais aussi peut-être aider mes enfants, j'aimerais payer les études des enfants. Tous ces éléments-là sont importants. Il y en a qui vont peut-être être dans la case rêve pour le moment, puis qui vont pouvoir devenir, au fur et à mesure que je développe le réflexe d'épargner, bien, des projets qui vont se réaliser. Fait que pour notre couple, ce que je dirais, c'est que c'est sûr que comme ils n'ont pas de fonds de pension, l'épargne personnelle de ces gens-là, elle va prendre une grosse partie s'ils veulent avoir un revenu à la retraite. Sinon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se reposer sur nos régimes gouvernementaux. Si j'ai un bon revenu maintenant et que j'ai seulement les revenus gouvernementaux à la fin, ça se peut qu'il y ait un gap assez important. Donc, ça dépend toujours de ce qu'on veut comme style de vie à la retraite, là, mais l'écart est très, très important. Donc, premièrement, je pense, puis on disait, oui, peut-être un couple qui est plus avancé ou moins avancé, mais la clé, cotiser le plus tôt possible. L'effet du temps, on démontre, là, on n'a pas de soutien à l'appui aujourd'hui, là, mais un jeune de 25 ans qui commence à mettre 25 $ par paye dans un REER versus quelqu'un à 40 ans qui se dit bon, ben moi, je vais attendre un petit peu. Tu sais, à 40 ans, je devrais avoir fini de payer certaines dettes et tout ça, mais je vais mettre plus d'argent. Bien, l'effet des intérêts composés de tout ce qui s'accumule, là, c'est pas rattrapable. Donc, vraiment, là, cotiser tôt, de se donner une certaine rigueur. Donc, cotiser annuellement. Et là, ça serait le REER à privilégier parce qu'ils ont des bons revenus, donc ça devrait avoir des belles déductions. Puis, après ça, bien, complémenter avec un CELI. Et si les deux servent pour la retraite, bien, ce que ça va nous permettre à la retraite, c'est un revenu annuel stable qu'on peut se faire à partir du REER qui va être imposable. Et si on a d'autres projets, parce que souvent, à la retraite, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire un don aux enfants, s'acheter une voiture, quelque chose qui arrive dans une année, bien, si j'utilise les sommes de mon CELI, elles ne seront pas imposables. Puis, ça ne changera pas là, mes braquettes d'impôts à ce moment-là. Fait que bien combiner ces deux régimes-là, ça serait la base pour ce cas. Quand le CELI est arrivé, on s'est mis à se questionner, en fait, puis avec raison. Là, c'était pas toujours judicieux de favoriser le REER avant le CELI, dépendamment de son revenu, dépendamment du projet. Parce que c'est un point important que tu as souligné maintenant. On planifie des projets, peut-être dans 5 ans. Les jeunes ont plus de difficultés à planifier la retraite. Mais dans un cas où on a un couple et qu'il n'y a surtout pas de fonds de pension, je pense que le REER demeure absolument le premier choix. Effectivement. Puis, tu sais,
le REER est là parce qu'il donne une déduction, puis on s'attend en général qu'à la retraite, nos revenus vont baisser un peu. Donc, c'est de l'impôt reporté, mais on s'attend qu'on en paiera moins. Donc, sinon, à toute chose étant égale par ailleurs, ça ressemble beaucoup, le REER et le CELI, d'où ce questionnement-là. Exact. D'autres points à ajouter? On rajoute une troisième couche en parlant d'une troisième situation. Puis là, on va aller vers le couple avec ou sans fonds de pension, mais avec de jeunes enfants. Donc, on vient d'ajouter fort probablement la notion du régime enregistré d'épargne-études, notamment. Mais comment on priorise tout ça? Donc, ça sera peut-être une surprise, mais première étape, un budget. Donc, le budget nous permet vraiment d'établir c'est quoi les revenus, c'est quoi les dépenses. Ce qui reste à la fin, c'est notre capacité d'épargne théorique. Donc, c'est le carré de sable dans lequel on peut travailler pour ensuite développer une stratégie d'épargne ou d'investissement. Où là, ensuite, on gérera en fonction des différents outils qui sont à la disposition du couple ou de l'individu, selon les priorités, que ça soit une priorité court, moyen ou long terme. Donc, une fois que le budget est établi, c'est de voir c'est quoi les différents outils qui sont à la disposition de ces gens-là. Donc, c'est pas forcément un régime de retraite agréé. Ça peut aussi être un régime de retraite simplifié. Ça peut être un RVER. Ça peut être un régime d'actionnariat. Ça peut être un REER collectif. Qu'est-ce que l'employeur offre à ses employés? Parce que souvent, il y a des contreparties qui sont offertes. C'est-à-dire que si monsieur cotise, l'employeur va venir, excusez l'anglicisme, matcher, si pas la totalité, une partie de la cotisation qui est faite. Donc là, on vient multiplier la capacité d'épargne parce qu'on va chercher la contrepartie de l'employeur. Donc, c'est hyper important de venir optimiser ces montants-là, sinon on les laisse sur la table. Donc, c'est important de se familiariser avec ça. Puis ensuite, on regarde c'est quoi les autres outils qui sont à la disposition pour venir atteindre l'objectif. Si on parle de la retraite, ça peut être une combinaison de REER, de CELI, parce qu'évidemment, le revenu annuel des clients va influencer si on recommande un plus que l'autre. Si mon couple, il gagne chacun 40 000 $ par année, ma recommandation nécessairement ne sera pas la même si j'ai un couple où ils gagnent respectivement chacun 140 000 $ par année. L'impact et l'économie fiscale n'est pas la même. Donc, pour un, on va peut-être prioriser un petit peu plus une combinaison CELI et REER. L'autre, peut-être plus le REER davantage. Puis je vais ajouter à ça, il y a peut-être le CELIAP aussi qui pourrait être pertinent parce qu'ici, dans le cas, on ne dit pas si le couple est déjà propriétaire ou non. Il pourrait se qualifier au CELIAP. Parce qu'il n'y a pas d'âge, là. Le CELIAP, c'est une question... Pour te qualifier, c'est ta situation par rapport à une propriété. Exact. Donc, dans la mesure où... C'est ça. Oui, 18 ans, âge minimum, 18 ans, oui. Mais pas maximum, je veux dire. Donc, dans la mesure où ils sont locataires, ils pourraient être éligibles au CELIAP, y cotiser, bénéficier de la déduction. Si jamais le projet d'acheter une maison se présente, bien, parfait, ils auront commencé à se constituer une mise de fonds. Puis, si jamais ils ne l'utilisent pas pour ça, bien, ce sera juste des sommes supplémentaires accumulées qui viendront compléter l'épargne collective du REER et du CELI, tout simplement. Et puis, évidemment, s'ajoute à ça le régime d'épargne-études pour les enfants. On a la chance au Québec d'avoir les 2 paliers de gouvernement qui cotisent. Donc, on a non seulement la subvention fédérale qui offre 20 jusqu'à concurrence de 500 $ par année par enfant, auquel s'ajoute l'incitatif québécois à l'épargne-études qui offre 10 jusqu'à un maximum de 250 $. Donc, et puis évidemment, toutes ces sommes-là, bien que la cotisation parentale n'est pas déductible, la croissance se fait à l'intérieur du régime libre d'impôt. Et c'est seulement imposable... Les subventions, c'est un rendement donné, là. C'est un 30 garanti. C'est ça. On ne peut pas s'en passer, là. Exactement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du retrait, la partie croissance, elle est imposable, mais entre les mains de l'enfant. Si l'enfant est au cégep, à l'université, a peut-être un emploi d'été, une petite job à temps partiel durant l'année, on s'entend qu'il ne gagnera pas des revenus faramineux. Donc, souvent, l'incidence fiscale, s'il y en a une, est négligeable. Donc, on va chercher une optimisation de ce côté-là, en plus de financer les études postsecondaires de nos enfants. Donc, voilà. Oui, rendu au REER, des fois, c'est difficile. Dépendamment où on est, quel salaire qu'on gagne, quel stade, quelle étape de la vie on est, quand on a une grosse hypothèque et tout. Fait que c'est vrai que, on le disait tout à l'heure, ça peut être un fichu de beau cadeau de la part d'un grand-parent.
Oui. On peut le faire, l'ouvrir pour ses Effectivement. petits-enfants. Ce que je peux ajouter aussi à ce qu'on vient de dire, pour les deux cas, on n'a pas parlé de travailleurs autonomes, mais dans ce cas-là, ça peut être aussi d'autres outils. J'ajouterais aussi un fonds de travailleurs, pas nécessairement fonds de solidarité FTQ, mais qui va aussi ajouter un incitatif pour accumuler plus. Pour les R3E, et effectivement, maximiser les subventions. Moi, j'ai vécu dans 3 pays différents et je pense que c'est le régime. D'abord, il n'y a pas autant partout, mais le régime le plus généreux, à mon sens, là, c'est vraiment ce R3E-là, avec les subventions qu'on a. Et comme elle vient de dire, les retraits n'affectent pas, sont peu ou peut-être pas imposables après parce qu'ils sont dans les mains de l'enfant. Et ça n'affecte pas, et le retrait n'affecte pas les allocations. Par exemple, canadien pour enfants. Donc, il y a moyen d'aller chercher plus d'allocations familiales pour enfants en diminuant le revenu net. Le jeune de premier cas qui n'a pas utilisé ses déductions, c'est peut-être le moment d'aller les utiliser à ce moment-là, quand il aura des jeunes enfants. Et ça va permettre de diminuer le plus possible le revenu pour aller chercher plus d'allocations et ces allocations-là mettre plus de R3E également. Et les crédits, il ne faut pas négliger vraiment de chercher beaucoup de crédits. On a parlé de REER, d'épargne invalidité, le REI. Ça, par exemple, en cas, si on a un enfant handicapé, on peut aller chercher le crédit pour personnes handicapées. Oui. Mais il faut enregistrer, on en a parlé plus tard, inscrire l'enfant dans un régime épargne invalidité également. Les crédits pour frais médicaux, frais de garde, etc. Tout ça va permettre de diminuer le revenu familial, qui est la base de calcul de plusieurs allocations également. Vraiment pour optimiser le tout aussi, ça peut être aussi à ne pas négliger. Je reviens au REI, qu'on soit la seule province à offrir une subvention, c'est quand même un net avantage. Puis, tu sais, je me permettrais même de rajouter que, tu sais, des fois, on se dit, mon Dieu, où commencer ma retraite et tout ça, mais l'argent qui est dans le REI appartient aux parents s'il l'a mis. Oui. Donc, oui, ça, c'est un point important. Rendu aux études, oui, les subventions pourraient servir pour accommoder nos enfants, mais tu sais, avec les frais que, tu sais, des fois, les études ne sont pas si dispendieuses en ce moment. On va espérer que ça reste comme ça. Mais ça devient une capacité. Si je reprends mes cotisations, il n'y a rien m'empêche que si j'ai cumulé des droits REER, bien, oups, je le réutilise pour ma retraite. Donc, ce bout-là, tu sais, c'est une réflexion de dire des fois, OK, mes enfants, s'ils ne vont pas à l'école. Tu sais, on est beaucoup dans, OK, mais mais il y a des solutions pour tout, là. Fait que c'est à maximiser. Le point de ne pas aller, en tout cas, quand on a plus qu'un enfant, c'est quand même assez souple de transférer ça d'un enfant à l'autre. Exactement. Donc, on n'est pas nécessairement dans des situations... C'est-à-dire qu'il y a une souplesse derrière le REI, là, pour ceux qui s'inquiètent que l'enfant ne ferait pas d'études. Et la durée de vie aussi d'un régime épargne-études est assez longue pour vraiment... replacer les choses et puis voir ce qu'on peut faire. Transférable à un REER, à d'autres enfants également, c'est quand même, comme je dis, très intéressant comme véhicule. Mais je sentais que tu avais un dernier point à ajouter. Bien, je voulais juste mettre en lumière l'intervention de Marie-Lou parce qu'effectivement, il y a beaucoup de flexibilité au niveau du décaissement. Tu parles que le parent conserve ses cotisations. Ce que j'ai déjà vu, moi, c'est, par exemple, des parents qui font le choix d'envoyer leurs enfants à l'école secondaire au privé parce qu'ils ont besoin d'un certain cadre, d'un certain... et tout ce qui va avec. Parce qu'ils se disent, bien, si je n'offre pas une bonne éducation secondaire en fonction des besoins de mon enfant, on oublie le cégep et l'université. Là, il va décrocher puis ils ne se rendront pas là. Donc, il y a des parents qui font le choix de payer l'école secondaire privée. Puis quand l'enfant gradue et ensuite arrive aux études postsecondaires, bien, il y a des décaissements qui vont au-delà des besoins financiers du cégep puis de l'université qui, on a la chance, ça ne coûte pas très cher au Québec et qui se remboursent, entre guillemets, ce qu'eux ont payé en matière de frais de scolarité au niveau du secondaire. De ce que tu te privais. Si tu te privais d'épargner dans ton REER pendant ces périodes-là, tu peux par la suite de rattraper tes cotisations, comme tu disais, Marie. Exact. Donc, on n'a pas, au niveau du décaissement, on n'a pas de facture à présenter pour justifier un retrait. Tout ce qu'on a à présenter, c'est une preuve d'études. Exactement. Ça peut être à temps plein, à temps partiel. Ça peut être le cégep, l'université. Ça peut être un programme professionnel. Et puis, c'est à peu près ça, là. Donc, c'est très flexible sur comment les sommes sont utilisées. Je vais prendre une petite pause.
si ça ne vous dérange pas, pour nos gens nos membres, en fait, de la Chambre de sécurité financière qui sont invités maintenant à s'identifier. Donc, c'est une étape qui est absolument nécessaire pour vous pour que l'UFC soit vraiment ajouté à votre dossier. Alors, vous devez cliquer, et tous ceux qui sont membres là, de la Chambre, sur le bouton « Formulaire d'identification ». Ça se situe juste en dessous de la boîte de clavardage du webinaire. Alors là, vous avez à peu près 15 minutes pour le faire. Évidemment, on n'attendra pas 15 minutes. Nous, on va continuer à discuter pendant ce temps-là. Il est important de remplir tous les champs. Et pour ce qui est du certificat, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui de la Chambre à 6 chiffres. Et pour les participants au webinaire qui ne sont pas membres de la Chambre, vous avez absolument rien à faire. Tout simplement, continuez de nous écouter attentivement. Alors, voilà la petite note que j'avais à vous souligner. On a quand même abordé l'optimisation de tous ces régimes-là pour l'achat d'une première maison tout à l'heure, mais là, on va y revenir un petit peu plus. Comment, juste qu'on revienne peut-être plus en détail sur vraiment la façon, tu l'as souligné, Najla, tantôt, mais comment vraiment intégrer le CELIAP avec le RAP quand vient le temps d'acheter une maison de manière le plus optimale possible. Puis là, évidemment, on comprend que là, le CELIAP vient de commencer. Alors, il n'y a pas beaucoup d'argent cumulé, mais disons qu'on est rendu dans 10 ans là, et que c'est le temps d'acheter une maison pour qu'on a cumulé quand même des sommes importantes. Oui, tout à fait. On se pose des questions. La CELIAP, c'est nouveau, mais on va voir là l'impact de tout ça, plus moyen-long terme. Là, on commence l'achat de première propriété, surtout pour les jeunes, parce que CELIAP, ce n'est pas pour quelqu'un qui débute. Là, on peut ouvrir un CELIAP plus tard dans notre vie. Donc, le CELIAP, dans l'ordre optimal, oui, c'est très populaire, mais c'est aussi efficace parce que, en termes d'avantages, ça combine un peu les avantages et de REER et de CELI. On a parlé de la déduction et de la croissance complètement à l'abri de l'impôt, y compris aussi les retraits, si on est admissible. Le RAP, le REER, donc on a dit qu'en début de carrière, pour les jeunes, de reporter ces déductions-là, c'est vraiment important. Et à fur et à mesure, peut-être, d'utiliser ces déductions-là. Cotisation en REER. Le REER, il y a une assise là pour vraiment rendre le RAP le plus efficace. Si on peut, par exemple, la dernière année, l'année où on a l'intention, on a planifié l'achat de la maison, de peut-être, si on peut, selon les moyens, de faire une plus grande cotisation pour avoir une déduction fiscale importante. Et là, ça permet de tirer pleinement de profil après et puis de remettre, de combiner même avec un CELI. Donc, CELIAP en premier ordre, parce que c'est vraiment, en termes de flexibilité, on l'a dit, c'est intéressant. Le RAP, ne pas le négliger. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser les deux pour l'achat de la propriété. On n'a pas à choisir l'un ou l'autre. On peut aller avec les deux et compléter également, quand on arrive à tirer profit de toutes ces déductions-là, de compléter par un CELI pour une meilleure flexibilité et pour ramasser le plus possible. L'idée ici, c'est de chercher le plus possible d'avantages fiscaux. Et qui dit avantage fiscal, d'avoir le plus pour notre poche. CELIAP, le RAP, et en complément de CELI si on a. Mais le CELIAP, on n'a pas le choix. Là. Si on achète une maison, il faut le vider. C'est quoi la règle de sortie du CELIAP parce qu'il est spécifiquement là pour l'achat d'une maison? C'est ça. L'objectif de CELIAP, c'est l'achat de la propriété effective. Le REER, c'est très important. Là. Le REER, c'est pour les deux. Et pour l'achat de première propriété, le REER, et pour utiliser pour l'achat de première propriété, et pour l'utiliser aussi pour la retraite. Donc, ça aussi, c'est un attrait. Comme on a dit tout à l'heure, CELIAP, l'argent accumulé spécifiquement pour la maison. Donc, après, ça se termine. Mais pendant ce temps, on ne se rembourse pas comme le RAP. Tout à fait. Exact. Donc, il faut en tenir compte dans notre planification de retraite. Oui. Bien, deux choses. Il faut tenir compte que l'argent qui va dans le CELIAP ne sert pas à la retraite. On ne remboursera pas ça. Donc, tandis que du côté du REER, il faut quand même avoir la capacité de rembourser son RAP dans les prochaines années. Juste une précision sur le CELIAP. Donc, dans la mesure où les sommes accumulés dans le CELIAP ne servent pas à l'achat d'une première propriété qui se qualifie pour ça. Les retraits sont simplement considérés comme du revenu, au même titre qu'un retrait régulier d'un REER, là, je ne parle pas du RAP, là, serait considéré du revenu. Donc, dans le pire des cas, si finalement on a un couple qui finalement a ouvert un CELIAP, mais n'a pas acheté de propriété, bien, il ne perd pas tout ce qu'il a mis. Ça va juste être considéré du revenu. Mais il peut le transférer dans ses autres régimes.
Mais quand on le transfère dans un autre régime, est-ce que c'est considéré, c'est pas comme un retrait ou est-ce qu'on va devoir payer l'impôt? Oui. OK. Un CELI, c'est un retrait, mais il n'y a pas d'impôt, bien entendu. Oui, donc mais on le met dans le CELIAP. Le CELIAP, pas le retrait de CELI. Le CELI, on ne le transfère pas au CELIAP. On retire le CELI et on le cotise dans le CELIAP. Et le CELIAP, on peut transférer éventuellement dans le REER si ça ne sert pas à l'achat de propriété. Ça. OK. C'est ça, on dit. OK. Maintenant, je veux juste être sûre d'être claire. Quand on retire de son CELIAP, Oui. si c'est de toute façon, quand on retire du CELIAP, soit pour acheter une maison ou pas, on paie, évidemment, on doit payer parce qu'on a déduit, donc on doit payer l'impôt sur les revenus. Oui. C'est ça? Oui. Si on le transfère dans le REER, même chose. C'est comme si on l'avait retiré, puis après ça, on redépose l'argent. Mais ça, c'est dans la mesure où on a de l'espace de cotisation REER, bien entendu. Donc, voilà. OK. T'avais, Marie-Lou? Non, non, tu voulais pas compléter rien. Bon, y a-t-il d'autres limites, contraintes, angles morts qu'il faut comprendre dans l'utilisation, finalement, parce que c'est assez simple, là, je pense, l'utilisation du CELIAP pour la maison, du RAP également, de combiner les deux. Maintenant, on a la chance d'avoir 3 ans. Est-ce qu'on sait cette période-là de carence, là, si on veut, de 3 ans où on peut commencer à rembourser le RAP? Est-ce que c'est jusqu'à preuve du contraire, ça reste comme ça ou il y a une durée? C'est une mesure temporaire, mais on ne sait pas qui a pris effet le 1er janvier 2022 et qui va s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2025. Et en fait, c'est 3 ans supplémentaires du 2 ans existant. Donc, c'est maintenant 5 ans de congé de remboursement avant de devoir commencer à rembourser. C'est pour ça que je donnais comme exemple une personne qui achète une propriété en 2022, bien, c'est à compter de 2027 qu'elle doit commencer à faire ses remboursements de RAP. OK. Je vais... Donc, comme on a dit, le CELIAP, le REER avec le RAP, le CELI. Et j'ajoute, si on a un épargnant ou une personne qui dispose de sommes dans un compte non enregistré, donc qui n'a pas nécessairement d'allègement ou de réduction fiscale associée à ce compte-là, bien, j'ajouterais le décaissement du compte non enregistré avant le CELI, par exemple. Parce que si j'ai l'option de laisser des sommes investies qui vont croître à l'abri d'impôt et plutôt d'utiliser ce que j'ai dans mon compte non enregistré, on va le faire comme ça pour optimiser. Ça, c'est dans le scénario où on dispose de ces sommes-là, évidemment. Et évidemment, on achète une maison, on est les deux peuvent optimiser, utiliser leur CELIAP, utiliser leur REER pour faire un RAP. Donc, ça peut être fait de façon égale. Oui, les deux peuvent le faire. Et pardon, le RAP, on peut l'utiliser plusieurs fois dans la vie aussi, pas une seule fois. Il faut juste que ça réponde aux critères encore là de ne pas être propriétaire les 4 dernières années précédant l'année en cours et avoir remboursé un RAP si on l'a déjà. Okay. Donc oui, l'extension de remboursement, c'est bien, mais si on a l'intention par la suite de le réutiliser, cet outil-là, c'est de s'assurer que le premier RAP est remboursé. Par exemple, si on achète un chalet, on pourrait, puis qu'on n'a plus de RAP, qu'on a remboursé son RAP pour l'achat de la première maison, est-ce qu'on pourrait? Il faut que ce soit la maison principale. Donc, si on vend puis on rachète une nouvelle maison plus chère, qui demeure la résidence principale. Tandis que le CELIAP, c'est une seule fois. Oui, tout à fait. Parce que la règle, c'est de ne pas avoir été propriétaire pendant 4 ans. Bon. J'écoute bien, je retiens bien. Non, mais c'est bien de répéter parce qu'il y a tellement plein d'informations pour s'assurer qu'on résume tout ça. Bon, la fiscalité maintenant. Là, j'ai toute la liste des régimes ici. Il y a quand même... puis on en a encore une fois glissé un mot là-dessus. Par où on commence? Qu'est-ce qu'on favorise? Qu'est-ce qu'on doit garder en tête, Marie-Lou? La première chose que je dirais, puis tu sais, parce qu'après ça, oui, c'est un beau casse-tête, on va pouvoir... mais c'est premièrement de valider l'admissibilité aux différents régimes. Parce qu'effectivement, puis Christiane en a parlé tantôt un peu, le régime d'épargne, par exemple, invalidité, méconnu. À son ouverture, c'était un petit peu plus complexe de se qualifier. Fait qu'on dirait que ça l'a découragé des gens. Puis, on n'a peut-être pas parlé suffisamment. Mais c'est simplement maintenant l'admissibilité d'avoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et ce crédit-là, est assez large. Fait que si vous savez que vous recevez ce crédit-là ou que quelqu'un dans votre entourage, ce programme-là a vraiment été mis en place pour assurer, là, dans le fond, la santé financière à long terme. Donc, on a un régime d'épargne
comme le REER, en fait, là, pour dire, bien, il va avoir une bonne retraite, il va pouvoir accumuler des sommes, même s'il n'a pas la chance de travailler activement et d'accumuler des sommes. Dans le cas où il travaille aussi, ça pourrait être complémentaire. Mais tu sais, un régime qui va aller chercher des subventions et des bons, un peu au même titre que du régime épargne-études. Donc, vraiment de valider. Est-ce que je suis admissible à ces différents... Parce que c'est assez large quand même, l'admissibilité, c'est ce que je comprends. Oui, effectivement. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est... je comprends que c'est invalidité, mais on peut être capable de travailler quand même. Là. Une personne qui a du diabète de type 1 se qualifie, par exemple. Il y en a bien d'autres, là. Oui. Mais donc, c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment, des gens qui sont parfaitement fonctionnels dans leur vie de tous les jours, mais parce qu'ils ont cette condition-là, ils se qualifient. Puis donc, ça veut dire que ce régime-là te permet les cotisations que tu fais ou l'investissement... Il y a une limite de cotisation par année pour le REER? Oui, puis il y a des limites aussi au niveau des subventions. C'est ça, OK. Une personne qui découvre, qui apprend cette bonne nouvelle que le régime enregistré d'épargne invalidité existe aujourd'hui, il y a possibilité aussi de rattraper jusqu'à 10 ans en arrière. Donc ça peut être intéressant aussi pour ceux qui en apprennent l'existence aujourd'hui. Donc, à ne pas négliger. Et le gros élément qui va impacter le montant des subventions qui va être reçu, c'est le revenu familial aussi. Donc, c'est pas juste la cotisation que la personne fait, mais c'est aussi le niveau de revenu familial. Donc, évidemment, plus les revenus sont faibles, plus le montant de subvention est important. Et lorsqu'on retire ces sommes d'argent-là, en fait, on peut, par exemple, on peut l'utiliser pour la retraite. Exemple, on accumule, on l'utilise pour la retraite. Donc, c'est le même principe qu'un REER, comme tu disais. On retire les sommes, on est imposé sur les revenus. Et, oui, effectivement. Le but, c'est vraiment de constituer là, des revenus de retraite. Je pense qu'on peut mettre jusqu'à 200 000 de cotisation. Les subventions peuvent atteindre jusqu'à 70 000, puis le bon, 20 000. Fait que, oui, effectivement, peut-être pas admissible pour tous, mais des sommes... Faut au moins faire le calcul de voir si je suis admissible, bien, pourquoi pas profiter de tous ces éléments-là. Là. C'est un point de départ. Vraiment. Oui, effectivement. Vraiment. Ensuite de ça, je dirais rapidement, ceux qu'on n'a pas couverts, comme là, on a parlé beaucoup du CELIAP, fait qu'on va y revenir. Le ARV, je pense qu'on l'a mentionné sans l'expliquer, donc le régime volontaire d'épargne-retraite qui a été mis en place en 2014, qui était pour combler un peu le fait que tout le monde n'a pas un fonds de pension, de forcer l'épargne, de mettre en place que les employeurs doivent fournir ça aux employés. Donc, ça devient comme un package dans les avantages sociaux. Et ce qu'il faut s'intéresser, c'est de dire, bien, parfait, je pense que tu le mentionnais, Christiane, un peu plus tôt, est-ce que mon employeur met en place des avantages pour... Puis on le sait qu'il y a tout l'aspect de vouloir... La rétention d'employés est très forte en ce moment. Donc, si mon employeur met un pourcentage quand moi, j'en mets un, bien là, ça devient automatiquement un avantage très important que j'ai. Donc, peut-être de favoriser celui-ci, puis qui va devenir éventuellement un REER ou un CRI là, à la retraite. Là. Donc, je dirais que c'est les éléments ici là, de s'informer alentour de nous de ce qu'on peut bénéficier. Puis après ça, bien là, il faut rentrer dans le... comment on optimise tout ça. Exact. Puis peut-être juste pour conclure sur ce point-là, c'est important aussi de se garder une certaine flexibilité intellectuelle, d'ajuster la stratégie parce que nécessairement, notre vie personnelle va évoluer, notre vie professionnelle va évoluer, nos objectifs peuvent changer, il y en a peut-être d'autres qui vont s'insérer en cours de route. Donc, la stratégie financière et la planification vont nécessairement être appelées à changer. Tout à fait. Donc, c'est important de s'ajuster en cours de route et de revoir le plan de match. Oui, absolument. Oui, j'allais juste dire, effectivement, là, on a parlé, les cas qu'on a discutés sont vraiment intéressants parce qu'on peut voir, il y a plusieurs véhicules d'épargne fiscalisés, comment naviguer donc tout ça pour en tirer le plein potentiel. On a vu le jeune qui commence, s'il y a pour reporter les cotisations, recotiser, utiliser ces déductions-là éventuellement pour l'enfant, les études par la suite, les parents peuvent retirer leur capital, donc ils vont retirer le capital, peut-être le refiler à ce jeune-là pour le mettre dans le CELIAP et puis l'achat de la première propriété. L'autre stratégie de couple aussi à la retraite qu'on n'a pas beaucoup abordée, mais le couple, par exemple, jeune... si on anticipe, s'il y a une disparité entre les deux revenus, et on anticipe un revenu futur à la retraite aussi
important, peut-être privilégier une cotisation horaire de conjoints à ce moment-là, qui va donner la déduction au revenu le plus élevé, donc un avantage immédiat. Et dans le futur, on anticipait aussi un équilibre futur entre les revenus, mais tout en diminuant aussi l'impôt global de la famille de couple et bénéficier pleinement de fractionnement par la suite. Donc, il y a beaucoup de belles stratégies là à travers là, de tous ces régimes. Oui, tout à fait. Et ça m'amène à parler de la façon dont il faut se préparer quand on s'assoit devant son conseiller, son planificateur financier, parce qu'avec tout ce qu'on vient d'entendre, comment ça se déroule une rencontre? Qu'est-ce qu'on doit garder en tête qu'il faut absolument poser comme question à son conseiller? Mais à l'inverse, j'imagine que vous avez aussi une série de questions à poser. Comment on doit se préparer avant d'arriver à sa première rencontre avec un planificateur financier? Je peux peut-être commencer. Puis, tu sais, j'allais dire sur le dernier sujet, ça faisait une belle boucle de dire que je pense que ça met en lumière qu'on a besoin d'être accompagné. Oui, hein? C'est assez complexe. Donc, gênez-vous pas, les conseillers sont là vraiment pour mettre en lumière toute votre situation financière et personnelle, puis aller de l'avant. J'aurais le goût de prendre le bout de dire, bien, parfait, comment, par où je commence, qui je vais voir. Donc, je pense qu'il faut le prioriser. Tantôt, on disait le temps, c'est notre meilleur ami. Donc, n'hésitez pas. Puis, tu sais, des fois, on est peut-être pris aussi dans notre train-train quotidien à se dire, faudrait que j'aille voir quelqu'un, puis, tu sais, à spinner ça. Oubliez pas, hein, on a beaucoup évolué dans les dernières années suite à la fameuse COVID, mais toutes les rencontres qu'on fait là, à distance, et des fois, ça peut être sur l'heure du travail, du dîner. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est pas nécessairement un jeudi soir que là, il faut que je fasse garder les enfants. Donc, l'accessibilité, elle est là. Après ça, je pense que n'hésitez pas à poser des questions à la personne que vous rencontrez, parce que la base, c'est une relation de confiance. Hein. Si on veut livrer notre sac comme ça, puis dire, bien, parfait, voici, puis notre situation, elle évolue avec le temps. Donc, c'est quoi son offre de service? Quelle licence il détient? On a parlé des représentants d'épargne collective, il y a des planificateurs financiers. Donc, poser des questions. C'est quoi sa façon de travailler avec ses clients? Est-ce que, justement, c'est une majeure juste en investissement ou on va pouvoir faire le tour de toute notre situation financière? Donc, je pense le bout là de se dire, bien, je suis le client, donc voici à quoi je peux m'attendre. Je ne sais pas qui veut y aller, peut-être sur qu'est-ce qu'on demande après ça au client, là, pour être bien préparé dans notre... Bien, moi, je demande souvent 3 choses. Une liste des priorités financières qu'on cherche à adresser. Comme ça, on peut travailler de concert avec le client vers l'atteinte de ces objectifs-là. Puis ça peut être des objectifs courts, moyens, long terme. Et de les prioriser, ces objectifs financiers-là. Ensuite, on l'a dit tantôt et on l'a redit à maintes reprises, le budget. Ça va énormément nous aider pour savoir justement la capacité d'épargne que la personne ou le couple a pour investir dans les différents régimes qu'on a abordés aujourd'hui. Et finalement, avoir un bilan. Je crois que ça va permettre aux planificateurs financiers ou aux conseillers qui travaillent avec son client ou le couple de clients, d'avoir vraiment un bon portrait financier holistique. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui sont venus me voir avec l'intention de vouloir mettre de l'argent de côté, sauf qu'en regardant le bilan, ils avaient un solde impayé sur une carte de crédit assujetti à 21,99 d'intérêt de l'ordre de 38 000 Donc, avant de commencer à mettre de l'argent de côté, on a géré la situation de la dette qui était une hémorragie dans leur planification financière. Donc, d'avoir toutes ces informations-là va nous aider à peut-être bien gérer justement les priorités. Oui, puis il y a souvent la question qui revient, est-ce qu'on devrait rembourser plus rapidement notre hypothèque ou investir ou faire les deux en parallèle? Puis évidemment, ça dépend des niveaux de taux d'intérêt. Là. Il y a des périodes où, quand les taux étaient extrêmement bas, ça valait la peine de beaucoup plus d'épargner et d'étirer son hypothèque. Peut-être que là, on va se re-questionner dans le contexte actuel Absolument, des taux. Ça a évolué, donc c'est normal qu'on se re-questionne là-dessus. Puis, juste pour compléter aussi dans le bilan, ce qui est important d'avoir en main, c'est de bien connaître nos avantages collectifs. On en a parlé tantôt au niveau du fonds de pension, RVER, ça peut être un REER collectif, un programme d'incitatif de rétention, ça peut être un régime de retraite simplifié, ça peut prendre différentes formes. Mais pour nous, c'est super important d'avoir cette information-là parce que si l'employeur offre ces avantages-là à ses employés, en plus d'avoir une contrepartie, bien, on veut optimiser, on va
aider, on va encourager à prioriser cet élément d'épargne-là en premier. Donc, c'est important de bien connaître ces avantages collectifs aussi. Oui, puis le portrait du budget, j'imagine, nous permet aussi de réaliser, parce que j'imagine parfois vous vous retrouvez avec des situations où un couple va gagner moins qu'un autre couple, mais finalement, étant donné leur rythme de vie plus modeste, a de la place à épargner, alors qu'un couple qui a beaucoup d'argent a moins de place, puis va devoir travailler un petit peu plus sur ses choix de vie pour être capable d'avoir de la place à épargner, pour libérer un peu plus d'argent. Là. Donc, c'est pas toujours directement lié au salaire de la famille. Là. Non, ça reste un excellent exercice à faire. Oui, puis on se rend compte que des fois, les gens ne le font pas. Donc, tu sais, puis je rajouterais même, tu sais, là, c'est beaucoup de choses qu'on présente à notre conseiller, mais, tu sais, n'hésitez pas. Tu sais, parce que les stratégies qu'on va vouloir mettre en place, nous, on doit avoir le portrait global. Donc, tu sais, pour faire les meilleures recommandations, tu sais, des fois, on se dit, mon Dieu, mais pourquoi tout ça? Bien, dans un plan financier, on en a parlé tout au long de la rencontre. C'est tous ces éléments-là qu'on va prendre en compte. Oui. Plus les informations sont précises, plus les conseils vont être précises et auront de la valeur pour le couple ou la personne avec qui on travaille. C'est comme avec un médecin. Il faut c'est en plein ça. Là, c'est sa santé financière. Najla, je veux qu'on prenne le temps de parler des fonds de travailleurs. Parce que, c'est important, c'est très important. Tu travailles pour le Fonds de solidarité, mais au FTQ, mais au Québec, il y a aussi Fonds d'action. Souvent, on pense que la seule façon d'y investir, c'est via un REER. C'est pas nécessairement vrai. Peux-tu nous donner, entre autres, les grandes lignes ou qui peut profiter de ces fonds de travailleurs? Puis aussi, moi, j'avais un peu... Peut-être, des fois, j'imagine que c'est la fausse impression que c'était surtout destiné à des gens plus âgés qui étaient peut-être près de la retraite. Pas du tout. C'est pour tout le monde? Non, c'est tout à fait pour tout le monde et on va plus élargir parce que je suis conseillère et planificatrice financière de Flexifonds. On va voir c'est quoi Flexifonds. Mais juste là, on a parlé, préparé les questions et tout. Là, on arrive au fonds de travailleurs. Il y a le crédit d'impôt de 30 %, mais il y a aussi des valeurs qui vont avec. Moi, les épargnants, je leur demande de vraiment poser les questions en termes de préoccupation, les rêves, qu'est-ce qui vient de là, qu'est-ce qui vient d'ici aussi. Parce que... à la base de tout ça, tout le monde veut un plan financier, tout le monde veut une planification à la retraite, les études en avis pour les enfants également, mais ensuite penser comment intégrer tout ça à nos propres valeurs. Donc, il y a le fonds de travailleurs. Moi, j'ai parlé avec des épargnants un en l'occurrence, qui me dit, le fonds, j'ai pas de fonds de pension, mon fonds de pension, c'est le fonds de solidarité parce que j'ai l'impression que quelqu'un met de l'argent avec moi, match mes cotisations, mes contributions. Donc ça, je ne me sens pas seule, c'est mon fonds de travailleur. Et en plus, j'aimerais le rendre bien en contribuant à la mission. Le fonds a une mission, l'investissement local, etc. Donc, les gens ne se posent plus la question... comment avoir le rendement, mais où est-ce qu'il est investi mon argent. Donc, le fonds, oui, quelle bonne idée que le fonds travailleur ait de créer Flexifonds. Ça, c'est nous, on se veut être le centre conseil de fonds de solidarité FTQ. Donc, on est une équipe de conseillers, des planificateurs financiers. Et on adhère à la même mission, on adhère aux mêmes valeurs parce qu'on n'a aucune commission en prodiguant les conseils objectifs et dans l'intérêt de l'épargnant. Et quand on parle avec nos épargnants, c'est sûr que son investissement, il veut qu'il y ait un impact social, des retombées économiques positives sur une ville, sur une province, par exemple. C'est aussi concret que ça. Donc, on a une équipe d'accompagnement, de conseillers et de planificateurs. Et effectivement, ce n'est pas que le REER. D'abord, on a dit pour le couple et tout, un fonds de travailleur, surtout travailleur autonome ou un jeune, le fait d'avoir un double avantage, c'est sûr que ça accélère un peu l'atteinte de l'objectif. Donc ça, c'est un levier et pour un jeune et pour quelqu'un qui prépare sa retraite, qui le considère un fonds de pension. Et ensuite, au niveau de Flexifonds, on a aussi derrière un peu plus flexible. Donc il n'y a pas de critères 65 ans à la retraite, des choses comme ça. Et des CELI.
également. Oui. OK. Donc là, ça donne la flexibilité, ça aide aussi les jeunes. On a parlé des fois, on n'est pas prêt à ouvrir tout de suite le CELIA pour pas qualifier. Donc ça permet de contribuer dans des CELI horaires aussi également. L'accompagnement qu'on offre aussi à d'autres moments de vie de nos épargnants de fonds. Quand il s'agit de décaissement également. Donc, on sait que c'est très important d'être accompagné au moment de décaissement. C'est une nouvelle carrière qui commence. Donc, ces conseillers-là, dont je fais partie, fait ce genre d'accompagnement et pour les jeunes et pour les gens là, pour une continuité de ce qu'ils ont accumulé pour la retraite, pour un éventuel décaissement. Oui, puis on le rappelle, quand on investit dans un fonds de travailleurs, oui, il y a cet avantage de crédit, mais c'est en même temps parce qu'on a l'intention de vouloir investir dans notre économie. Donc, c'est ça, et le local. À la base, le local. Ouais, le local, c'est un thème, mais une valeur parmi d'autres. Très complémentaire aussi. avec Donc, les autres types de placements qu'on peut avoir dans notre C'est ce qui démarque aussi. Et donc, c'est une diversification de plus, là, et une façon aussi de baisser le risque pour les épargnants. C'est une diversification de placements, donc c'est d'autres options pour eux qui s'ajoutent. Tout à fait. Merci, Najla. Je vais, juste avant, j'ai des petites... On va passer à la période de questions. Il y a beaucoup de questions. Je veux quand même faire une précision. Puis c'est peut-être moi qui avais mal résumé la pensée d'une de vous trois, pour mais le CELIAP. Quand on fait le transfert du CELIAP... CELIAP que tu poses la question, au ça REER... me dérange depuis tantôt. OK, bien parfait. Je pense que c'est moi qui avais mal compris ta question, en fait. Alors, ben, peut-être qu'on peut bien l'expliquer. Là. Donc, on utilise... Quand on transfère du CELIAP au REER, ça ne vient pas affecter nos droits de cotisation. Tout à fait, okay. exact. Donc, c'est un avantage, comme on se crée un espace REER supplémentaire. C'est un espace supplémentaire. Exactement. OK, parfait. Donc, voilà, parce que vous avez été quelques-uns à nous écrire ce commentaire-là, puis je le voyais, là, mais je voulais attendre qu'on termine notre discussion. Puis, je vais quand même, juste avant l'information, encore une fois, pour les membres de la Chambre de sécurité financière. Maintenant, vous pouvez déclarer... C'est tout qu'un processus pour avoir un UFC. On le mérite, son UFC. Alors maintenant, vous pouvez déclarer votre présence au webinaire. Donc, c'est une étape qui est absolument nécessaire pour attester votre présence. Vous devez cliquer sur le bouton « Formulaire de déclaration » qui se situe toujours en dessous de la boîte de clavardage. Et je rappelle évidemment que les participants au webinaire qui ne sont pas membres, bien, vous n'avez pas à cliquer sur ce bouton-là. Donc voilà, maintenant, c'est le temps de vraiment attester que vous êtes bien présent. Et je vais y aller avec les questions. Ça défile, là, il y en a beaucoup. Puis il y a peut-être certaines choses qu'on va avoir déjà dites, mais en tout cas, on va essayer de couvrir le plus de questions possible encore pour le temps qu'il nous reste. On a un bon 20 minutes pour discuter. Est-ce que la contribution au Flexifonds dans un CELI permet un crédit d'impôt de 30 %? Très bonne question. La réponse est non. Ça ne donne pas le crédit d'impôt supplémentaire parce que, effectivement, là, la question, ça ne vient pas de rien parce que dans le Flexifonds, c'est un portefeuille qui contient un tiers de l'action de fonds FTQ. C'est l'action miroir, ça prend le même prix de l'action de fonds, évaluée au même moment, au trimestre, mais ça ne donne pas le crédit d'impôt supplémentaire parce qu'il y a cette flexibilité-là, où il n'y a pas les mêmes restrictions également. Et donc, dans le portefeuille Flexifonds, il y a ce 30 % de l'action de fonds, mais ce 30 % de l'action de fonds ne donne pas le crédit d'impôt supplémentaire. Parfait. Merci. Je reviens encore sur le CELIAP et le REER, comme ça on va être sûr. Si on transfère du CELIAP dans un REER, est-ce qu'on paie de l'impôt ou pas? Non, parce que c'est comme le CELI, c'est l'avantage du CELI et du REER. Donc, quand on retire, on ne paie pas d'impôt finalement, parce que je pense que j'avais conclu ça aussi. Donc, tantôt. OK. Donc, les retraits du REER, à l'exception du REP et du RAP, ce qui est retiré, c'est considéré comme du revenu, donc c'est imposable. Oui, ça c'est clair. Pour le CELIAP, quand on retire pour un achat qualifié, il n'y a pas d'imposition sur le montant retiré et on n'a aucune obligation à remettre dedans. Maintenant, si on retire du CELIAP pour une raison autre qu'un premier achat, c'est considéré comme du revenu. Donc, c'est imposable au même titre qu'un retrait ordinaire d'un REER. OK.
Mais il existe une façon de se dire, parfait, je n'achète pas de maison, mais j'aimerais le transférer dans mon REER. Et là, si je le transfère à mon REER, je ne paye pas d'impôt. J'aurai de l'impôt à payer à la plus tard du REER. Effectivement. C'est ça que je pense que j'avais mal compris. Exact. Donc, ça passe direct. Il y a un chemin direct dans le REER. On ne paie pas d'impôt et ça ne touche pas à nos droits de cotisation. Exact. Voilà. Mais il faut s'assurer de le faire de la bonne façon, donc en transfert. Oui, pas penser que je vais fait. le sortir puis je vais le remettre. Là, ça, on perd cet avantage-là. Il ne faut pas le retirer, il faut le transférer directement. Exactement. OK, parfait. Donc, c'est très clair. Pour les personnes âgées, les avantages du CELIAP, c'est quoi? Bien là, normalement, on n'est pas admissible. Si on est propriétaire, si on n'est pas propriétaire, il n'y a pas de question d'âge, là. C'est ça. De 18 ans à 71 ans. Donc, c'est pas question d'âge, c'est d'admissibilité, effectivement. Mais c'est avant 71 ans parce que ce serait l'équivalent d'un REER éventuellement. Oui, tout à fait. Donc, si à 65 ans, je respecte, oui, je pourrais l'ouvrir puis je viendrais encore une fois bonifier. Bien, c'est parce que dans le fond, on pourrait l'ouvrir, puis c'est ça. Mais il ne faut pas que je sois propriétaire. Exactement. Mais quelqu'un qui est locataire. Oui, il y aura une stratégie définitivement à pouvoir. Si on a été... c'est 4 ans la période. Fait que si on a été propriétaire puis qu'on ne l'est plus depuis 5 ans, on est réadmissible au CELIAP. Exact. Donc quelqu'un qui a 50 ans, qui n'est pas propriétaire depuis au moins 4 ans, pourrait dire, moi, je vais mettre de l'argent dans mon CELIAP, puis ça me permettrait de bonifier mon espace REER. Oui. Donc, c'était l'élément que j'avais ajouté pour mon étude de cas. C'est ça, parce qu'on ne disait pas s'ils étaient propriétaires ou pas. Et s'ils l'étaient, ou s'il ne l'était pas, ça fait combien de temps? S'il avait déjà été propriétaire dans le passé. Donc, ça peut effectivement s'insérer comme stratégie supplémentaire. OK, intéressant. Au sujet du REEI, bien, quelles sont les conditions et comment faire les retraits? On a parlé un peu des conditions tantôt, mais là, on peut pas... C'est assez complexe, je dirais, parce que, tu sais, oui, on a dit les grandes lignes, les cotisations et tout ça, mais après ça, en fonction de notre revenu, comme Christiane disait un peu plus tôt, là, ça va changer, moduler. Fait que, tu sais, je vous dirais, ce qu'il faut retenir, c'est être admissible au fameux crédit d'impôt, puis par la suite, bon, il y a beaucoup de littératie là-dessus, mais rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous donner vraiment, là, toutes les conditions. Tu sais, le site du gouvernement est assez complet, mais, tu sais, reste que ça reste pour certains quand même un peu du chinois. Donc, je vous conseille d'aller rencontrer quelqu'un. Donc, le crédit d'impôt, comme tu dis, puis ensuite, c'est d'être Canadien, âgé de 18 ans, puis d'avoir un numéro d'assurance sociale. OK. Le reste, habituellement, ça va. OK, parfait. D'être admissible, puis quand il vient le temps des retraits, peut-être revenir là-dessus? Les retraites doivent être faites plus en période de retraite, dans le fond, parce qu'il y a une règle de 10 ans. 60 ans. Donc, la dernière année, c'est 59 ans là, pour la cotisation. Fait que les retraits admissibles commencent après cette période-là. Si on en faisait avant, là, on perdrait le bout de subvention et tout ça. Là. C'est ça. Donc, il y a possibilité de faire des retraits avant, mais ça peut être pénalisant sur les subventions qu'on est allé chercher. Je pense que c'est une règle de 3 pour 1 là, qu'on perd, mais effectivement, c'est toujours de se renseigner sur notre cas spécifique parce que ça peut être très complexe quand même. Donc, l'objectif, dans le fond, c'est pour quelqu'un qui a une invalidité, qui fait qu'il a un revenu peut-être moindre parce qu'elle ne peut pas travailler autant que si elle n'avait pas cette contrainte-là, et ça lui permet en parallèle d'accumuler plus d'argent pour sa retraite, de bénéficier de subventions, crédits d'impôt. Quand tu retires, c'est comme un revenu de retraite. Alors, tu paies tes impôts quand même sur ce que tu retires. Exact. Oui. OK. Très intéressant. Au niveau du décaissement du régime enregistré d'épargne-études, est-ce qu'il y a un maximum ou un minimum à retirer par année quand l'enfant arrive à ses études post-secondaires? Donc, il y a un maximum la première session. Puis là, je n'ai pas le montant précis en tête. Là. Je ne sais pas si, mesdames... C'est rendu 8 000. Il me semble que c'est un petit peu plus élevé. C'est un chiffre pas tout à fait carré, là, donc c'est pour ça que ça m'échappe. Mais il y a un maximum uniquement à la première session. OK. Là, on parle des subventions parce que il y a des paiements d'aide aux études. Donc, dépendamment de ce que je retire, on le disait, les cotisations appartiennent. Fait que c'est le paiement de la subvention qui, pour la première année, il faut être à temps plein ou à temps partiel. Là, le montant va changer. Là. Dans le fond, l'objectif, c'est d'essayer probablement de le retirer le plus rapidement possible au moment où ton enfant ne gagne pas beaucoup d'argent, tu sais, qu'il y a un emploi d'étudiant, parce que rapidement, il peut quand même... Un jeune qui est à l'université peut avoir quand même un bon salaire là, qui ferait qu'il paierait un peu d'impôts. Donc, des fois, il y a des stages. Essaie de retirer le plus possible. Il y a clairement une stratégie, c'est ça, à mettre en place pour voir en fonction. Exact.
parce qu'il y a les 3 composantes dans le régime. Il y a la cotisation parentale, il y a les subventions, puis il y a la croissance. L'ordre normal de décaissement, c'est d'épuiser la croissance et les subventions, de sorte à ce que ce qui reste, c'est les cotisations parentales qui sont simplement retournées aux parents, le cas échéant. C'est aussi simple que ça, là. J'ajouterais pas un bémol, mais une petite précision. Si le parent a de l'espace REER disponible et qu'il reste une partie d'intérêt ou de croissance, il y a possibilité de transférer ça à son REER en franchise d'impôt, mais il doit disposer de cet espace de cotisation-là. Donc, comme je disais, habituellement, on retire des intérêts, les subventions et ce qui reste, c'est juste la cotisation parentale. Par contre, on peut choisir de décaisser de la cotisation parentale plutôt que des autres. J'ai déjà eu des circonstances où j'avais justement un étudiant qui, lui, avait des stages rémunérés, en plus d'une petite job à temps partiel. Ses revenus étaient plus élevés pour cette année-là. Donc, pour cette période de temps-là, on avait choisi de décaisser des cotisations parentales qui, elles, n'ont pas d'impact fiscal. Je comprends. Oui, une question concernant le REER encore. Un jeune... Oups, ma question est partie. Un jeune qui a 16 ans en décembre 2024, qui n'a pas encore de REER, mais en fait, c'est pas le jeune qui ouvre son propre REER, là, c'est quelqu'un qui l'ouvre pour lui. Mais la question, c'est un jeune qui a 16 ans qui n'a pas encore de REER, peut-il en ouvrir un? Mais dans le fond, il faut que tu l'ouvres avant, il faut que le parent ouvre le régime enregistré d'épargne-études avant la fin du secondaire, là, à tout le moins. Là. C'est parce que les subventions sont payables jusqu'à 17 ans. Okay. Donc, c'est sûr que plus on attend, plus on raccourcit cette fenêtre de temps-là où on peut bénéficier des subventions. Donc, c'est mieux de le faire plus tôt que tard. Tu l'as très bien dit tantôt, Marie-Lou, le temps, ça peut être notre pire ennemi, mais c'est surtout notre meilleur ami. Donc, de commencer tôt. Pire de mettre des petits montants, mais Exactement. Donc, c'est sûr que d'ouvrir le compte tardivement nous limite un peu au niveau des subventions qu'on est capable d'aller chercher. Là. Je comprends. Puis il y a un aspect de rattrapage, mais c'est limité, hein? C'est limité. Mais il y a une règle, de toute façon, à 15 ans, qu'il faut avoir versé déjà 2000 ou, là, j'oublie la notion de l'autre, mais il y a vraiment quelque chose qui est particulier pour le 15-16 ans. Donc, comme on le mentionne, là, vraiment l'ouverture avant, puis même si on n'a pas, puis on n'a pas abordé, mais le REER a aussi une partie de bons canadiens qui peut être versé pour les familles à plus faible revenu. Et je ne mets rien dans mon REER et j'obtiens un bon. Fait que, l'ouverture dès la naissance d'un enfant permet, pour certains niveaux de revenus, là, de bénéficier d'autres avantages. Fait que, le plus tôt, le mieux. 16 ans, il est trop tard pour... je pense pas pour l'ouverture, mais on va perdre la portion de subvention. OK. Est-ce qu'il serait judicieux de transférer son CELI dans son REER afin de rapper en complément de son CELIAP pour acheter une première maison? Donc, est-ce que ça peut être une stratégie? Dans le fond, j'imagine qu'à ce moment-là, tu as investi dans un CELI, un REER en même temps. Ton REER n'est pas complet, là, finalement. Tu as des droits d'espace. C'est ça la question que j'avais comprise. OK. Alors, est-ce que c'est judicieux de transférer son CELI pour pouvoir rapper, j'imagine, un montant supplémentaire? Oui. Oui, tout à fait. On peut prendre un CELI sans aucun impact fiscal et le mettre dans un REER pour éventuellement rapper, justement, quand on a ce double objectif-là, et l'achat de propriété et la retraite par la suite. On peut aussi le mettre dans plus de CELIAP également, si on a encore là de la place. Mais oui, c'est tout à fait faisable d'aller vers le RAP, d'aller voir un REER si on a des droits et d'utiliser REER. Et aussi le CELI... J'ajouterais j'ajouterais aussi que dans le REER, pour se qualifier au RAP, il faut que les sommes aient été investies un minimum de 90 jours. Donc, tandis que dans le CELIAP, je peux ouvrir le compte, faire mon dépôt, le jour suivant, retirer, il n'y a pas de problème. OK. Mais pour le REER, il y a une règle de 90 jours qu'il faut savoir. Donc, il y a quand même une certaine planification au niveau de la séquence des choses là, quand on passe chez le notaire et tout ça pour être sûr que ce qui a été investi dans le REER se qualifie au RAP. Puis évidemment, plus on rappe un montant élevé, plus il faut se rappeler qu'il est à rembourser ce montant-là. Exact. Donc, il faut le budgéter. Il faut le budgéter, c'est ça. On entend qu'à taux d'impôt effectif égal, le REER et le CELI sont équivalents. Or, selon ma compréhension de l'impôt devra être
payer sur la plus-value du REER, ce qui n'est pas le cas pour le CELI. Le CELI devrait donc être favorisé dans ce cas. Moi, je ne suis pas sûre que je comprends la question. Moi non plus. En fait, la question, c'est que dans le fond, on entend le taux d'impôt est égal d'un REER ou d'un CELI. Mais ce qu'il dit, dans le fond, c'est que l'impôt devrait être payé sur la plus-value du REER, ce qui n'est pas le cas pour le CELI. Mais en fait, un CELI, tu investis, tu retires, tu ne paies pas d'impôt. C'est ça l'avantage? Oui, en fait, je pense que c'est à taux égal à ma retraite ou actuellement. Oui. Oui, effectivement, dans le cas où le surplus du REER, lui, s'accumule à l'abri de l'impôt, mais va être imposable. Donc, oui, le CELI. L'avantage qu'il pourrait avoir du REER dans ce cas-là, c'est que le REER, j'ai une déduction aujourd'hui que je peux réinvestir. Donc, j'ai une capacité financière un petit peu plus élevée aujourd'hui pour épargner. Fait que, là, il faudrait vraiment faire le cas, là, le mettre les deux pour voir, pas avoir de déduction, mais payer de l'impôt plus tard. Là, je ne sais pas exactement là, ce que ça donnerait, dépendant qu'on ait. Oui, dans le fond, c'est de comprendre quel est l'avantage de la déduction maintenant versus l'impôt que je vais avoir à payer plus tard. Alors, si je cumule dans un CELI, on comprend que tu retires, tu ne paies pas du tout d'impôt. Mais ça se calcule. C'est un calcul à faire. On va le calculer. Et l'entrée dans le CELI et le REER, le CELI, c'est de l'impôt qu'on a payé de l'impôt dessus. Alors, le REER, c'est différé dans le temps. Donc, dépendamment de la situation, mais généralement, le REER est avantageux quand on anticipe un revenu moindre dans le futur. Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Si une personne achète avec un de ses parents avec lequel il a habité, a-t-il le droit d'utiliser son CELIAP pour acheter la maison familiale? Donc, autrement dit, il habite avec sa mère, peu importe, sa mère est propriétaire, c'est lui qui achète la maison, peut-il utiliser son CELIAP? C'est assez pointu comme question. Moi, je dirais que oui, parce que dans le fond, il y a deux notions pour le CELIAP. Il y a l'ouverture du CELIAP, où là, je dois me qualifier. Je dois me qualifier avec mon conjoint. Donc, disons qu'il la jette toute seule ou que c'est deux jeunes qui n'ont jamais eu de propriété, bien là, il l'ouvre. Après ça, quand il le retire, là, je dois me requalifier. Donc, je ne dois pas avoir été propriétaire, mais je ne l'étais pas. Donc, ma mère n'est pas ma conjointe fiscale et tout ça. Donc, il n'y aurait pas d'impact. Je dirais oui. OK. OK, parfait. Pour les étudiants à temps plein, le retrait maximal du PAE, donc c'est la prestation, en tout cas, d'aide aux études, voilà, est de 8 000 au cours des 13 premières semaines d'études. Pour les étudiants à temps partiel, le retrait maximal est de 4 000 par période de 2 semaines. Est-ce que c'est bien exact? C'est ça? Donc, ce n'est pas le même montant. On peut être à temps partiel, mais par contre, le paiement ne sera pas le même. C'est le maximum qu'on peut retirer, effectivement, là, pour la période est différente. Bon. Est-ce que la question en concerne, est-ce que vous êtes en train de dire qu'un locataire admissible au CELIAP et sans réelle intention d'acheter une maison pourrait utiliser le CELIAP pour augmenter l'espace REER? Oui. La réponse, c'est oui. Ça, je viens de l'apprendre, là, vraiment. Avec les règles actuelles, oui. Oui, avec les règles actuelles. Tant que ça reste comme ça. Donc, c'est une bonne nouvelle, probablement. Alors, peut-être une dernière question, je vois le temps filer, mais une dernière question, entre autres, encore sur le CELIAP, au sujet du CELIAP. Si j'ai disposé de ma résidence en janvier 2022, est-ce que l'année 2022 compte comme étant l'année où j'étais propriétaire ou non? En d'autres mots, je deviens admissible en quelle année? En fait, là, aujourd'hui, je suis en 2024. Je suis encore correcte. Donc, c'est les 4 années. Si j'ouvre mon CELIAP aujourd'hui, il ne faut pas que j'aie été propriétaire dans les 4 années avant aujourd'hui. Donc, là, 2024, 23, 22, 21, 20. Il faut avoir vendu en 2019. Oui. Fait que dans son cas de janvier, bien là, ça compterait là, comme une année. OK, parfait. Parfait. Est-ce qu'on a le temps pour une petite... CELIAP et autoconstruction, est-ce possible? Je ne suis pas sûre que je comprends. Ou juste achat de construction déjà... Ah, OK, on parle des maisons. Ou juste achat de construction déjà existante. Donc, le CELIAP, c'est tout, là, en fait. C'est pas... Tout à fait. Peu importe. Autoconstruction, achat, condo, maison. Pour le transfert du CELIAP, est-ce que le CELIAP doit être transféré en fer à 71 ans s'il n'a jamais été utilisé? Ou on retire l'argent? Le CELIAP peut vivre seulement 15 ans. Fait que dans le fond, après 15 ans, c'est un bon point, je dois faire... Donc, dans notre cas de tantôt où on se disait je l'ai ouvert à 65 ans, là, mon 15 ans va arriver avant. Oui, là, tu sais, est-ce que je dois faire mon transfert REER puis là, après, lui, va être converti en fer? Là? Je ne saurais vous dire avec 100 de précision, mais il y a un 15 ans. Là, donc, si je l'ai ouvert à 20 ans, à 35 ans, là, je dois me dire, est-ce que j'achète ma maison? Non. Bien là, c'est le choix que je dois faire. Là.
Avec les règles actuelles, encore une fois. Exact. Oui, avec les règles actuelles. Parce que quoi, on craint, on doute. En tout cas, ça peut toujours être Ça modifié. peut toujours là, changer. Hein, toutes les évidemment, règles là, mises en place peuvent être changées. Ouais. Quelqu'un qui hérite d'une maison qui avait commencé à cotiser dans un CELIAP, qu'arriverait-il avec les fonds accumulés? Ça, c'est une très bonne question. Oui, c'est assez précis. c'est Est-ce qu'on a réponse à ça ou ça, c'est à chercher, à s'informer? Tu hérites d'une maison, mais dans le fond, si tu hérites d'une maison, tu deviens propriétaire. Là. Effectivement. Je pense que, tu sais, on l'a dit, après ça, on avait déjà le CELIAP, donc on a pu l'accumuler, c'est correct. Exact. Après mon 15 ans, je ne pourrais pas faire de retrait admissible parce que je vais être propriétaire, mais je pourrais sûrement le transférer en REER. Donc, je n'aurais pas perdu là, un avantage. OK. Dans le cas où on hérite de l'argent, à ce moment-là, même si on a l'argent disponible, c'est mieux d'utiliser le CELIAP pour l'achat de première propriété, même si on ne l'utilise pas tout de suite, mais de profiter de la stratégie. Ouais. Que se passe-t-il si je remplis mon CELIAP et mon REER, mais qu'au bout de 15 ans, je ne procède pas à l'achat d'une maison? Et si je me souviens bien, il est possible de transférer. Bon, donc, dans le fond, ça, c'est la meilleure situation au monde. Tu as cumulé, tu n'as pas acheté de maison, finalement. Non, mais je parle pour le REER. Tu as cumulé pendant 15 ans ton CELIAP, tu peux complètement le transférer, puis tu viens d'augmenter, bonifier ton REER. Ça sollicite beaucoup de questions. Oui, vraiment. Il y a de l'enthousiasme. Là, je défile parce qu'il y en a qui reviennent aux mêmes. En fait, je pense qu'on a vraiment pas mal fait le tour des questions. Oui, je reviens à des questions que j'avais déjà posées. Oui, effectivement, le CELIAP soulève beaucoup de questions. Peut-être un petit mot de la fin. Est-ce que ça représente, les questions qu'on vient d'avoir, très concentrées sur le CELIAP, les préoccupations des gens que vous rencontrez, ou est-ce qu'il y aurait d'autres éléments à souligner quand les gens qui te rencontrent, Christiane, là, quelles sont leurs plus grandes questions ou leurs plus grandes préoccupations? Bien, avant de parler de type de compte, de solutions financières, c'est d'établir c'est quoi les besoins et c'est quoi les priorités. Donc, parce que un outil, un type de compte peut être très bien adapté pour adresser un certain besoin, mais pas du tout pertinent pour un autre. Donc, à la base, c'est de commencer par les besoins, puis ensuite, on parle de stratégie ou de solutions financières. Donc, c'est vraiment de commencer par le début. Par le début. Comme elle a dit Marie-Lou tout à l'heure, la base de tout ça, c'est l'épargne. Donc, il faut épargner. Et le temps. Moi, je dis souvent aux jeunes, il faut se donner le temps. Tout va très, très vite. Et le succès d'un investissement, on peut mettre le gestionnaire le plus talentueux, beaucoup de talent, mais avoir un enfant, il y a tout simplement là des choses qui prennent du temps. Faire un enfant, ça prend du temps. Même si on met 6 femmes sur le coup, ça prend du temps. Donc, la patience et la discipline, là, de cumuler. À l'intérieur de CELI, à l'intérieur de REER, ou tout, surtout pour des jeunes, c'est cette discipline-là, je dirais, le temps et de bien investir son argent. Investir tôt, même si le montant est petit. Et devant la multiplication de ces régimes-là, à la limite, ça devient un beau problème quand on est rendu à gérer, à prioriser nos différents régimes, mais de commencer dès le début, à tout le moins, avec un de ces régimes accessibles. Automatiser l'épargne, des petits montants. De façon automatique. Merci beaucoup à vous trois, Najla, Christiane et Marie-Lou. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment, ça a été extrêmement intéressant. Et je veux encore une fois en profiter pour remercier tous nos panélistes, le Fonds de solidarité FTQ, la Banque nationale, la Sun Life, Fiera Capital. Il ne faut pas oublier la firme PQM pour son support technique impeccable. C'est avec eux que Éduc Épargne fait affaire pour ce webinaire depuis de nombreuses années. Et je vous rappelle encore à tous les membres de la Chambre de sécurité financière que vous avez encore quelques minutes pour vous identifier. Alors, n'hésitez pas à le faire pour obtenir vos UFC. Merci d'avoir été là et à une prochaine fois.